premières narrations ne sont pas des histoires. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, juste un concours, quelqu'un entend ça, ils ne vont pas dire « Qu'est-ce que tu veux dire? Les narrations ne sont pas des histoires. Comment cela a-t-il un impact sur le fait que je vais perdre mon travail ou non? » Eh bien, la plupart des gens considèrent encore les récits et les histoires comme la même chose. Ils sont interchangeables. Vous pouvez utiliser n'importe quel mot. Je fais une grande distinction entre eux. Et pour moi, une histoire est autonome. Elle a un début, un milieu et une fin. La fin, l'histoire est terminée. Et l'histoire parle de moi, le conteur, ou elle parle d'autres personnes, réelles ou imaginées, mais elle ne parle pas de toi. Tu peux utiliser ton imagination, imaginer ce que tu aurais fait dans cette histoire, mais elle ne parle pas de toi. C'est donc une histoire, du moins la façon dont j'en parle. Pour moi, un récit est très différent. D'abord, c'est ouvert. Il n'y a pas encore de résolution. Il y a une sorte de grande menace ou opportunité dans le futur. Il n'est pas clair si elle sera réalisée ou non. Et la résolution du récit dépend de vous. C'est un appel à l'action pour dire vos choix, vos actions vont aider à déterminer comment ce récit se résout. Donc c'est cet appel à l'action. Et je pense que le relier à la peur, et je parle de récits à de nombreux niveaux. Donc je pense qu'il y a des récits personnels. Je pense qu'il y a des récits d'entreprise, des récits géographiques, des récits de mouvement. En commençant par l'individu, je crois que la plupart d'entre nous, tout d'abord, nous n'avons jamais vraiment pris du recul pour articuler quel est le récit qui dirige notre vie. Comment voyons-nous l'avenir? Est-il surtout guidé par la menace ou l'opportunité? Et si c'est le cas, quelle menace ou quelle opportunité? Et puis, quel est notre appel à l'action pour les autres? Y a-t-il un appel à l'action pour les autres? Parce que selon mon expérience, beaucoup d'entre nous qui sont de plus en plus consumés par la peur parce que nous nous concentrons sur la menace à l'avenir, nous perdons confiance en les autres personnes. Nous ne pouvons pas compter sur les autres personnes. Nous devons tout faire nous-mêmes. Il n'y a donc pas d'appel à l'action pour les autres. Nous devenons de plus en plus isolés. Bruce dit non, je veux que les gens se rassemblent et m'aident à aborder cette opportunité vraiment grande et excitante qui est dans le futur. Et donc, je pense que le processus consiste simplement à prendre du recul et à articuler ce récit que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive nos actions et nos choix aujourd'hui, mais ensuite à y réfléchir pour dire, est-ce vraiment le récit qui va m'aider à avoir le plus d'impact, qui a du sens pour moi? Peut-être très puissant. Je le vois comme un catalyseur dans le voyage au-delà de la peur, car dans mon expérience, les personnes qui passent par cet exercice, vous savez qu'elles viennent avec ça. Moment de réalisation qu'ils se concentrent réellement sur la peur et sur la menace à l'avenir, et c'est ce qui alimente leur peur et Ce qui motive leurs actions actuelles, n'est-ce pas? Parce que oui, c'est très intéressant. Donc c'est presque comme prendre, vous savez, il est toujours préférable d'avoir un plan personnel de 1, 3, 5 ans, mais beaucoup de gens n'en ont même pas. Cela le pousse à un autre niveau, c'est d'avoir votre propre récit personnel pour votre vie, n'est-ce pas? quelle est la grande menace ou opportunité à long terme? Vous savez, pas seulement les 6 prochains mois ou même l'année, des décennies à venir. Quelle est la grande menace ou opportunité qui vous motive aujourd'hui et qui motive vos actions aujourd'hui et donc C'est, oui, incroyable. C'est très puissant. C'est une très, très bonne idée. Incroyable pour que les gens l'adoptent. D'accord. La deuxième pièce. eh bien, en fait, puis-je simplement mentionner un récit d'entreprise? Parce que je pense, encore une fois, j'ai parlé de récits, mais les récits d'entreprise sont de plus en plus, je pense, importants. Ici, le défi est que lorsque je parle aux dirigeants de récits d'entreprise, ils affirment avoir déjà un récit. Nous avons débuté dans un garage, surmontant d'impressionnants obstacles. Nous les avons surmontés et accompli des choses incroyables. C'est notre récit. Et selon moi, non, ça vous concerne. Quel est votre appel à l'action pour vos clients, pour les prospects là-bas? Quelle est la grande opportunité excitante pour eux? Et quelle action doivent-ils prendre? Ce n'est pas l'achat de votre produit, mais une action signifiante pour eux qui les aidera à profiter de cette opportunité. Et juste un rapide exemple à ce sujet, car je pense qu'il y a très peu de récits d'entreprise, mais extrêmement puissants, dans un monde de plus en plus dominé par la peur.
C'est ce qu'a fait Apple Computer dans les années 90. Ils avaient ce récit qui était centré autour d'un slogan de penser différemment. Si on analyse le slogan, pendant des décennies, la technologie numérique nous a privés de nos noms, nous a attribué des numéros, nous a confinés dans des cubes. Maintenant, pour la première fois, il y a une génération de technologies où nous pouvons exprimer notre potentiel unique et notre individualité. Mais cela ne se produira pas automatiquement. Vous devez penser différemment. Penserez-vous différemment? C'est pourquoi, selon moi, Apple est devenu une sorte de religion pour beaucoup. Il parlait d'une aspiration si profonde que les clients avaient. Et il ne parlait pas d'Apple. Il parlait du client et des opportunités pour le client et des actions qu'il devait entreprendre. Donc, je propose simplement cela comme une opportunité supplémentaire manquée ici, je pense. Par la plupart des entreprises. Qu'est-ce que la passion signifie dans le cadre de la peur et de son dépassement? Oui, donc tout d'abord, encore une fois, tout le monde dans mon expérience a une définition différente de la passion. Suite à mes recherches, je me suis focalisé sur une passion très spécifique. Je l'appelle la passion de l'explorateur et elle a 3 composantes. La première est que les personnes qui ont cette passion ont un engagement à long terme à avoir un impact croissant dans un domaine qui les passionne. Donc, ils sont là pour l'avenir et ont de plus en plus d'impact là-bas. Le deuxième point est que lorsqu'ils sont confrontés à des défis inattendus, ils sont enthousiastes. C'est une opportunité pour eux d'apprendre à avoir encore plus d'impact. Donc, ils sont enthousiasmés par cela. Et puis, le troisième élément est que lorsqu'ils sont confrontés à ces défis inattendus, leur première réaction est « avec qui d'autre puis-je me connecter qui peut m'aider à obtenir une meilleure réponse plus rapidement ?» Ils sont donc très bien connectés. Et je pense que c'est la combinaison de ces 3 éléments. Maintenant, vous transformez la pression de performance croissante en excitation. C'est une opportunité d'avoir de plus en plus d'impact dans le domaine qui me passionne vraiment. Donc, je pense que vous savez, et je dirais, l'un des défis auxquels nous sommes confrontés est que, et je vais généraliser, mais je pense particulièrement dans les grandes organisations à travers le monde, la passion est profondément suspecte. Vous ne voulez pas de personnes passionnées, ce genre de passion. Quand je parle de passion aux dirigeants, ils disent « Oh oui, nous voulons des travailleurs passionnés qui travailleront nuit et week-end pour des tâches assignées. » Maintenant, la passion dont je parle, ces personnes posent beaucoup de questions. C'est amusant. Pourquoi autant de questions? Ils prennent trop de risques. Ils s'écartent du scénario qui leur a été attribué. Non, nous ne voulons pas de travailleurs passionnés. Nous cherchons des employés capables d'exécuter leurs tâches de façon fiable et efficace. C'est pourquoi, une fois de plus, j'ai mené une enquête aux États-Unis. Main-d'œuvre au maximum 14% des États-Unis. Travailleurs ont ce genre de passion de l'explorateur pour leur travail. 86% ne le font pas. Donc, je pense que c'est une énorme opportunité et besoin pour nous tous de vraiment trouver la passion qui nous excite et trouver un moyen de vraiment nous concentrer dessus. Et dans un environnement et une culture où nous sommes découragés de le faire. Je veux dire, encore une fois, même à l'école, on nous a appris, vous savez, à écouter le professeur, à mémoriser ce que le professeur a à dire. Si vous avez une passion, faites-la sur l'aire de jeu ou peut-être à la maison après l'école. Mais quand vous êtes à l'école, écoutez simplement et faites les tâches assignées. C'était pour nous préparer à l'environnement de travail à venir. Donc, ouais. Merci.